certainement pas. Certainement pas. Toutes les trois élèves de 3e au collège de Pierrefort, qui est un petit village du Cantal. Donc on a toutes les trois 14 ans. Moi je m'appelle Manon Vital. Oui. Moi je m'appelle Camille Riotor. Et moi je m'appelle Pénélope Vincent. Moi, je m'appelle Ginette Collin. On a travaillé l'histoire de la Shoah cette année et on a découvert le récit de votre déportation grâce à la bande dessinée de Aurore Donte. Et certains passages nous ont plus marqués que d'autres et nous avons posé des questions suite à ces passages. Je vous écoute. Donc pour moi, le passage qui m'a plus marqué, c'est quand on vous voit, vous et d'autres déportés, monter dans des wagons qui sont des wagons à bétail. Ah ben ça, oui. Donc pour moi, ma question c'est, est-ce que à ce moment-là, vous imaginez que vous allez vivre toute cette... Certainement pas. Certainement pas. Alors là, je ne me rappelle plus du tout quelle a été ma réaction de nous voir entasser dans les wagons comme ça. Ça, je ne me rappelle pas. Est-ce que j'ai réalisé quelque chose ou est-ce que je n'ai pas réalisé? Mais j'étais avec ma famille, là encore, dans les wagons. Donc, j'étais avec eux. C'était ça le principal. Je pensais certainement pas que j'allais vivre ce que j'ai vécu. Pour moi, le moment qui m'a le plus marqué est lors de votre entrée au camp, quand vous vous êtes retrouvés nus avec toutes ces femmes et que vous vous sentiez humiliés. Et à votre avis, que recherchaient les nazis dès votre entrée au camp? Humiliés. On n'a jamais été tout le temps qu'on est arrivé jusqu'à ce qu'on aille dans les trains. On n'a jamais été battus, on n'a jamais reçu des coups. On était humiliés, ça leur suffisait de nous humilier. Les coups, on les a reçus dans les camps. Et pas par les soldats d'ailleurs. On les a reçus par les capots, qui étaient eux-mêmes des déportés. Les soldats, il y a quelques officiers qui ont battu des juifs, mais dans les procès qu'il y a eu, beaucoup d'officiers, on ne l'a jamais touché. C'est exact, ils ne nous ont jamais touchés. Ils donnaient des ordres. Et eux-mêmes ne nous touchaient pas. Pour être battu par un officier, il fallait vraiment être pris à faire quelque chose, d'avoir volé. Il ne déshabillait pas. Quand on rentrait du travail, il ne pouvait pas déshabiller tout le monde. Au hasard, ils en prenaient une et il la déshabillait. Et si elle avait caché quelque chose, là oui, elle recevait des coups. Mais une sur 100. Est-ce qu'il y avait d'autres moyens d'humiliation? Bah, vous savez, c'est déjà pas mal la nudité. Hein, alors, après, on s'y habitue. On n'est plus humilié. Je parle de l'humiliation quand on arrive. Vous savez, on n'est plus humilié après. Après, on nous promenait nus, mais après, on n'était même plus humilié. Au début, les premières heures, on parle d'humiliation. Après, c'est fini. D'abord, après, on n'a même plus de sentiments. Qu'est-ce que ça veut dire être humilié, on ne sait pas. On est tous logés à la même enseigne, alors on n'a plus à être humilié. L'humiliation, ça a été aussi quand on a fait nos besoins, côte à côte, dos à dos. La première minute où vous êtes assise à faire vos besoins tous ensemble, là aussi c'est humiliant, puis après c'est fini. Moi, le passage qui m'a le plus marqué, c'est ce passage. C'est celui où vous dites que vous avez dû vous couper de vos sentiments pour pouvoir survivre dans les camps. Est-ce que vous pouvez nous dire si des moments de votre vie, vous avez pu retrouver des émotions ou quand vous avez Non. Même maintenant, vous voyez, je regrette de ne plus être ce que j'étais avant. Quand j'étais jeune fille, je lisais un livre, je pleurais à chaudes larmes. J'allais au cinéma, je n'osais plus sortir de la salle tellement j'avais les yeux rouges. Maintenant, je ne sais plus ce que c'est. Pour me tirer une larme, même avoir seulement des larmes dans les yeux, je ne sais plus ce que c'est. J'ai perdu les miens,
ne croyez pas qu'ils sont morts dans leur lit. Non, moi mais attention, je parle de moi. Ne croyez pas que tous les déportés sont comme moi. Il y en a certainement qui ont retrouvé des sentiments. Moi, non, je n'en ai plus. Je ne peux plus. Je rencontre des gens, je les vois malheureux, un petit peu, mais je ne peux pas dire que je suis très malheureuse. Moi aussi, j'étais comme toi. Seulement, toi, ta possibilité, il y a des secours, on peut t'aider. Toi, on ne t'a pas obligé à travailler. Moi, non seulement on ne me nourrissait pas, mais on m'obligeait à travailler, on me frappait. Toi, tu as de la chance, on ne te frappe pas. Toi, on ne t'oblige pas à travailler. Et toi-même, tu as des secours, on peut te nourrir. Peut-être qu'il faut que tu te déplaces, peut-être qu'il faut que tu fasses la queue, mais tu as possibilité de te nourrir. Nous, on n'en avait pas. Alors, chaque fois, je ramène à ce que moi j'ai vécu, donc je ne peux pas m'apitoyer. Ça m'ennuie, mais je ne sais pas non plus jouer quelque chose que je ne suis pas. Je suis comme ça, je suis devenue très dure, et voilà. Et un autre passage qui m'a marqué, c'est celui-ci. Sur cette planche, vous fouillez dans une poubelle. Ah oui, ça. J'ai cru comprendre donc que votre déportation s'était ancrée physiquement en vous. Voilà. Est-ce que vous avez toujours ces habitudes qui vous marquent ? Encore maintenant, je suis incapable de jeter de la nourriture. Incapable. Quelquefois, j'avoue franchement qu'il y a longtemps que des personnes auraient jeté ce que je mange. C'est plus fort que moi. Je suis incapable de jeter de la nourriture. Merci. Ça, c'est une chose qui m'est restée et je crois que jusqu'à la fin de mes jours, ça sera comme ça. Sur une autre vignette, on vous voit revenir à Auschwitz. Pensez-vous qu'il y ait un endroit qui symbolise le mieux le devoir de mémoire à Auschwitz ou ailleurs ? C'est pas à Auschwitz que vous verrez le mémoire de... Seulement, c'est le seul endroit à Auschwitz où c'est exposé, c'est palpable. En réalité, pour moi, c'est Birkenau qui est... Mais Birkenau, il faut être préparé à l'avance. Si vous allez de but en blanc à Birkenau, vous serez comme une jeune qui me dit « Mais on ne voit rien ». Oui, c'est vrai. À Birkenau, vous ne voyez rien. Vous ne serez même pas... Il n'y a rien. Il n'y a pas une seule trace d'un mort à Birkenau. Mais comme vous avez lu l'histoire, comme vous connaissez, vous pouvez dire que chaque pas que vous faites quand vous êtes à Birkenau, vous êtes sûr que quelqu'un est tombé, peut-être pas morte, évanoui sous les coups, ou tombée parce qu'elle tenait plus le choc et qu'elle est morte et tout. Birkenau, c'est le camp de la mort. Mais on ne voit rien. Moi, Birkenau, c'est les coups, c'est la crasse, c'est la saleté. Je suis à Birkenau, je vois des groupes partout, ça court, on vous frappe. C'est ça pour moi, Birkenau. Eh bien, si vous y allez, ça ne sera pas du tout ça. Vous allez voir des étendues, des endroits. Il y a un petit endroit à Birkenau où il y a un lac. Alors, moi, ça, je ne le savais pas, mais il paraît que dans ce petit lac, c'est là qu'on versait les cendres des fours crématoires. Eh bien, vous avez un petit ruisseau qui passe entre des rangées d'arbres. Je suis là devant ce petit... Si je savais peindre, j'installerais mon chevalet dans ce petit coin, tellement c'est joli. Vous vous rendez compte, je trouve joli un endroit comme Birkenau où il y a tellement eu de morts. Ensuite, sur cette planche, on vous voit en train de témoigner face à des élèves. Donc ma question, c'est pourquoi avez-vous décidé de témoigner ? Oh, j'ai jamais décidé. Chez moi, c'est le hasard qui fait les choses.
Jamais, jamais j'aurais décidé. Bon, est-ce que j'aurais été capable de... Moi, je n'ai pas... vous savez, j'ai mon certificat d'études, c'est tout. Hein. Je n'ai pas du tout de diplôme. Donc, je vais me retrouver à parler devant des gens qui sont plus instruits que moi. Jamais, jamais, jamais j'aurais pensé le faire. Pour chez moi, tout est question de hasard. Alors, le hasard, la destinée, on peut donner plein de noms. Hein, et moi, c'est comme ça, c'est tout. Mais je fais partie d'une association. J'en ai toujours fait partie. Du jour où elle a été créée, j'ai payé ma cotisation, mais ça s'arrêtait là. Moi, il y avait une chose qui comptait, mon travail. J'ai eu la chance de revenir. Je suis au travail. La déportation, on n'en parle plus. Et c'était ça. Et ça a été ça tout le temps. Et puis, il a fallu que je me retrouve veuve. Et le hasard a voulu que je passe devant mon association, les bureaux étaient dans un magasin. Ce magasin se trouvait dans mon quartier. Je passe devant. Ce jour-là, il y avait des personnes qui étaient là autour d'un café, d'un petit gâteau. Jamais, jamais, je ne serais rentrée dans un magasin, dans un endroit comme ça, sans y être invitée. Le président de l'association me voyait régulièrement. Il emmenait toujours le même petit groupe de femmes. Un jour, il y en a une de ce petit groupe qui est malade. Il me voit tout le temps régulièrement et c'est là qu'il m'a demandé de la remplacer. Ah non, la première fois, j'ai dit non, jamais. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Les sourire, je les ferme les yeux et je suis dedans. Alors non, non, je n'irai pas. Et il a eu un mot malheureux ou heureux, je ne peux pas t'obliger, ça m'aurait rendu service, mais je ne peux pas t'obliger à faire ce qui ne te plaît pas. Et lui, il avait une affaire aussi, et malgré tout, il est président d'une association et il se donne la peine de perdre du temps pour l'association, alors qu'aussi il a un travail. Si lui le fait, moi aussi je peux faire un effort, et du coup, je suis revenu sur ma décision. Et je n'ai jamais, jamais regretté. C'est plaisir, on ne peut pas parler plaisir de parler de choses comme ça. Mais quand je vois tous vous, comme vous êtes jeunes, vous m'écoutez, vous posez des questions, eh bien oui, je suis contente d'avoir commencé à parler, parce que je pense que vous, et là j'en ai la preuve, c'est que vous en parlerez plus tard. Pour vous maintenant, est-ce que c'est important de témoigner? Non, c'est pas important. Je pourrais m'en passer. Mais ça fait partie des choses que je fais et voilà, c'est l'habitude. Important, c'est vous qui devriez me le dire. Est-ce que c'est important de vous d'écouter? Est-ce que vous allez raconter cette histoire à vos enfants plus tard, à vos petits-enfants autour de vous? Est-ce que vous le racontez? Oui. C'est tellement important que... Oui, c'est vrai. Ça tombe dans l'oubli. Et je ne sais pas. Je ne sais pas exactement si je dois vous croire ou pas. Moi, je pense que... Bon. Eh bien, tant mieux alors. Et donc, une question qui n'est pas vraiment sur la BD, c'est pourquoi avez-vous tenu à rester dans votre appartement d'enfance de Paris? Ah ben ça, pourquoi je suis restée? Parce qu'il est très bien. Parce qu'il est dans un quartier qui est très bien. Je ne vois pas pourquoi j'irais changer. Il y a tous les commerçants à côté de chez moi. Non, vraiment, je ne vois pas pourquoi j'irais changer. Hein. Par contre, maintenant, c'est quand même au premier étage. Si je vis encore quelque temps, je me demande si je pourrais monter ce premier étage. Je n'ai pas l'ascenseur. Mais pour l'instant, j'espère que j'aurai la chance. Jusque-là, la chance m'a souri. Malgré cette malchance d'avoir été arrêtée, j'ai quand même de la chance. Je suis là. Et je suis là en forme. La maladie, j'ai eu plein de maladies
très très grave, je m'en sors à chaque fois. Donc j'estime que cette chance que j'ai va continuer et que je ne vais pas me réveiller, tout simplement, un matin, je serai morte. J'espère que ça sera ma chance, de nouveau, jusque-là. Mais maintenant, avant, quand je me déshabillais, j'avoue franchement, la culotte d'un côté, le soutien-gorge de l'autre, et tout, et tout, et tout. Maintenant, je pense que ça peut m'arriver dans la nuit, et que je ne veux pas qu'on pense de moi que je suis bordélique, alors je range mes affaires la nuit, le soir avant de me coucher. Comment vous rangez vos affaires le soir? J'en sais rien, elles sont tout le temps rangées. Et toi? C'est rarement rangé, mais Pas vraiment. Ah voilà, vous étiez comme moi. donc merci, un grand merci. Non, non, non. Moi, je vous remercie. Moi, je remercie tous les jeunes qui m'écoutent. Je les remercie au nom de mes camarades qui n'ont pas eu la chance que j'ai de survivre, celles qui sont mortes en arrivant, celles qui sont mortes, et celles encore maintenant qui... On n'est presque plus de survivants. Hein. Alors, au nom de tous ceux qui ont disparu, on vous remercie. On compte sur vous. Voilà. On compte sur vous, on compte sur vos professeurs pour que vous en parliez. Nous, on n'en a pas assez parlé. On n'en a pas parlé à nos enfants, on ne voulait pas embêter nos enfants avec ces histoires. Nos enfants sont au courant, mais ce n'est pas eux qui parleront. Alors on compte sur vous et sur vos professeurs pour pas qu'on oublie. Est-ce que ça vous arrive de dire il est musulman, il est juif, il est... Est-ce que... Non, eh bien bravo, bravo. Eh bien voilà, c'est ce que j'espère. Que tout le monde fera comme vous et que... parce que dès que vous dites de quelqu'un ça prouve que déjà vous le voyez différemment que vous. Et le jour où on ne dira plus les, eh bien bravo, c'est qu'on ne verra que les humains, c'est tout. Et en fin de compte, c'est ce qu'on est. À quoi on est musulman, on est juif, on est bouddhiste, on est athée, on n'est que des êtres humains avec des qualités, puis avec des défauts, eh bien il faut les accepter. Mais vous êtes comme moi, vous n'avez que des qualités. Mais oui. On n'oubliera pas de transmettre. Eh bien c'est très très gentil, et ça, je ne regrette pas du tout de parler si j'entends des choses comme ça. Et je les entends. Parce que au moins, je sais qu'il y a des gens qui en parleront après nous et que ça ne va pas tomber dans l'oubli. Merci, mesdemoiselles.